Bun găsit, doamnelor, bun găsit, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Nici că puteam să alegem o zi mai lipsită de soare pentru a face prezentările acestui episod din ediție limitată. O ediție în care o veți cunoaște pe scriitoarea franceză Maëlys de Kerangal, devenită celebră în lumea literelor la nivel mondial, grație romanului Să-i reparăm pe cei vii, roman tradus și publicat în România de editura Litera. Bonjour Maëlys, quelqu'un vous a dit que votre prénom a la sonorité d'une conte de fées? Non, jamais on m'a dit ça. C'est un prénom qui n'est pas tellement donné en France, c'est un prénom du sud-ouest. C'est un prénom qui veut dire Marie, délice. Le lys, c'est une fleur blanche. Et c'est donné dans le sud-ouest de la France. Qui l'a choisi pour vous? Mon père. Très inspiré. Merci. Je suis encore sous la forte impression laissée par votre roman Réparer les vivants. Fort est peut-être l'adjectif que l'on lui donne le plus souvent. Quel autre vous en choisiriez? Je pense que c'est aussi un roman qui a de l'intensité. Il y a la force, mais plutôt, je parlerais, il y a une intensité. Je pense que c'est un roman qui fonctionne sur une intensité, une tension même du début à la fin, quoi. Il y a une tension, il y a une intensité. Et puis, je trouve aussi que c'est un roman où il y a de l'empathie. Il y a de la sensibilité partagée, il y a de l'empathie aussi. Vous avez grandi dans Le Havre, la ville que vous avez choisie comme scénographie pour le roman. Comment la ville s'instille-t-elle dans la trame du roman? Ah, ça, c'est une question qui est très intéressante. Parce que pour moi, c'est très important la question des lieux et des espaces dans la littérature et dans les romans. C'est-à-dire que je considère que les lieux sont aussi un peu comme des personnages. Ils ne sont pas seulement des décors, mais ils sont aussi des moteurs narratifs. Ils sont les moteurs de l'action. Et là, Le Havre, pour moi, c'est la ville idéale. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Oui. C'est une ville qui est au bout de l'estuaire de la Seine, donc un endroit où le fleuve s'écarte comme ça, rentre dans la mer, c'est la Manche à cet endroit. Donc il y a un fleuve qui est extrêmement, avec beaucoup de méandres, enfin vous voyez un fleuve qui fonctionne comme ça enlacé, et ce fleuve, il est comme une veine cardiaque, et il se jette dans la mer. Et ce site fait que le ciel est très présent, la mer est grise, elle est froide, elle est assez belle, mais c'est une mer de mer du Nord, une mer plutôt froide. Voilà, exactement. Et la mer a été entièrement détruite, la ville a été entièrement détruite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et elle a été reconstruite entièrement dans un béton qui aujourd'hui est assez tendance et c'est assez chic. C'est au patrimoine de l'UNESCO, mais c'est néanmoins une ville avec une forme de rugosité, un peu d'austérité. Et je trouvais que à la fois ce site naturel, la convergence de ce fleuve comme une veine cardiaque de la mer, du ciel qui est souvent très tourmenté dans cette région, et aussi de cette ville qui est comme un peu en échiquier avec ces immeubles tous pareils en béton. C'est une architecture très belle, mais très spéciale. Je trouvais que ça donnait au roman une atmosphère et une intensité supplémentaires. On dirait que vous avez une... Oui, je vous en prie. Non, je voulais juste ajouter que le roman, il se situe entre Le Havre et Paris, et que ce fleuve-là est également un lien, vous voyez, entre les deux villes. Un lien qui est comme une veine dans un corps. Vous voyez, c'est l'idée que les lieux composent des organismes
avec des vitesses, des rythmes, des atmosphères, mais que les lieux fonctionnent aussi comme des organismes. Au nord du Havre, il y a cette falaise qu'on appelle la côte d'Albâtre, hein, ces très hautes falaises où il y a la ville d'Étretat, par exemple, et puis il y a ce coin qu'on appelle les Petites Dalles où il y a du surf et où il y a ces vagues assez importantes qui font une érosion de la falaise, c'est-à-dire que le temps creuse la pierre et comme voilà c'est une image du temps du cycle, la vague qui revient et qui creuse toujours un peu la pierre. Et tout ça, c'est assez important sur le plan poétique. Voilà. On dirait que vous avez une relation assez spéciale avec la mer. Vous parlez d'un mer de nuit, un mer d'aube comme motif de la mort. Vous êtes né à Toulon, donc près de la mer. Vous avez vécu vos premiers 18 années à Le Havre, toujours dans la proximité de la mer. Et vous êtes la petite fille de capitaine Loncourt. Alors, c'est la mer qui est toujours présente dans vos écrits. Oui, j'ai même fini par me marier avec un capitaine Loncourt. Mais la mer est très présente, oui, parce que j'avais écrit un livre qui s'appelait Corniche Kennedy, qui se situait à Marseille sur la corniche, vraiment entre la ville et la mer. Et c'est vrai que la mer est présente dans ma vie sous plein d'aspects. D'abord, quand j'ai grandi au Havre, la mer, c'était d'abord une mer de travail, puisque mon père a d'abord navigué et puis après il est devenu pilote au port. Le port était une zone de travail colossale, immense. Le port du Havre, c'est un très grand port, un peu comme le port de Rotterdam ou d'Anvers. Ça accueillait des très grands bateaux, vraiment voilà, des grands pétroliers, des grands méthaniers. Voilà, c'était vraiment des bateaux gigantesques. Donc j'ai associé quand même cette mer à une activité où il y avait toujours un carrefour de rencontres, vous voyez, les bateaux qui rentrent, qui sortent, ça faisait de cette ville quelque chose d'assez particulier. Mais sur le plan plus peut-être métaphysique, oui. La mer, c'est aussi cette ligne d'horizon, la ligne d'horizon derrière laquelle on voudrait toujours aller voir. Il y a l'idée de l'attente. Et il y a aussi voilà, l'idée de ce qui pourrait venir, de ce qui pourrait se dresser au loin, quoi. C'est quand même toujours l'image d'une promesse, un horizon. Et c'est vrai que la mer, c'est aussi le lieu du mouvement, le lieu de la vie, des éléments. Et au début de ce livre, je souhaitais que Simon, le héros, soit plongé dans les éléments maritime, aquatique, qui soit dans cette mer d'hiver, et que le lecteur puisse appréhender un être vivant avec tout son corps, vous voyez, vivant dans la plénitude de son corps, une espèce de vie physique, sensorielle, très exaltée. Et ça, la mer agitée, la houle, la vague, les remous, le fait d'être pris aussi dans ses forces, pour moi, c'est aussi une image d'une forme d'exaltation du corps. Réparer les vivants pose le problème toujours actuel de la donation d'organes. Documenter, rechercher l'aspect pur médical est l'une des performances presque frappantes du livre. Lorsque vous travaillez, avez-vous jamais l'impression d'être comblé par l'intensité du processus? Alors, en fait, c'est vrai que j'ai commencé ce livre, je ne savais pas grand-chose de la transplantation cardiaque. J'ai commencé ce livre aussi à la suite de la mort de mon père, qui est mort d'un infarctus massif. Et donc, son cœur s'est effondré. Et c'est vrai que j'ai arrêté de faire ce que j'étais en train de faire. Et quand j'ai recommencé à écrire, ce motif du cœur humain était quand même très présent. J'y pensais beaucoup. Donc, je suis rentrée dans ce livre par un organe qui avait cette dimension évidemment musculaire, physique. C'est vraiment la pompe qui pompe la vie en nous, comme dirait Antonin Artaud. Et en même temps,
par sa dimension symbolique, le fait que dans la culture occidentale chrétienne, marquée par la chrétienté avec le cœur du Christ, etc. Le cœur, c'est le lieu de l'amour dans le corps de l'homme, et cette idée-là a été beaucoup traitée par la poésie médiévale, l'amour courtois, enfin il y avait la chanson de geste. Et je suis rentrée vraiment dans ce livre comme ça. Et évidemment, après, j'ai dû quand même apprendre tout de ce que c'était qu'une transplantation cardiaque. Et je me suis pas mal documentée. J'ai fait quand même une forme d'enquête à l'Agence de la biomédecine. J'ai rencontré un coordinateur de prélèvement et j'ai été aussi assistée à la Salpêtrière à une réimplantation de cœur. Durant toute une nuit, voilà, je suis arrivée à 10h à l'hôpital et je suis ressortie à 5h du matin. Donc j'étais dans le bloc et j'ai vu, si vous voulez, le cœur arriver dans le seau et puis le chirurgien qui l'a réimplanté dans le corps de cet homme qui était là. Et cette enquête et ces moments de recherche documentaire, ils étaient très importants pour moi, d'abord parce que je pense que voilà, personne ne m'a demandé d'écrire sur la transplantation cardiaque, donc la moindre des choses, c'est de le faire de manière juste. Et j'étais aussi dans une entreprise de loyauté à mon sujet. Je voulais être loyale à ce sujet. Et donc, finalement, que cette espèce de trajectoire d'un corps à l'autre, d'un cœur qui passe comme ça en une nuit d'un corps à l'autre, je voulais qu'elle soit parfaite sur le plan médical pour pouvoir être aussi un chemin poétique. Et ne pas, mon ambition n'était pas du tout d'écrire un livre qui soit un reportage ou un pur documentaire. Je voulais que toutes ces informations, elles ouvrent sur un champ plus poétique. Et je voulais à la fois ramener une matière antilittéraire dans la littérature. La matière antilittéraire, c'est le langage de la médecine, c'est les noms un peu scientifiques qui ne sont pas présents dans les romans. Vous voyez, c'est une écriture très technique. Et je voulais ramener cette écriture antilittéraire technique dans le roman. Et j'avais besoin d'elle aussi pour ouvrir un espace poétique qui soit plus vaste. Et cette langue technique, elle croise avec aussi des recherches sur l'histoire des sépultures multiples au Moyen-Âge, sur la manière dont on a redéfini la mort, par exemple. Vous voyez, ce que vous appelez, voyez, l'idée de ce qui serait la performance d'une écriture scientifique et d'une trace assez juste. Enfin, il y a pas vraiment d'erreur. C'est aussi pour ça que le livre a été salué. Je voulais que ça ouvre quand même sur un champ poétique. În vârstă de 55 de ani, Maëlys de Kerangal s-a născut în orașul portuar Le Havre din nordul Franței, oraș pe care îl transformă în fundal activ și pentru romanul Să-i reparăm pe cei vii. Titlul a fost nominalizat pentru premiul Man Booker International și a cucerit distincții importante în lumea francofonă a literelor, printre care premiul Medici. Romanul care a urmat acestuia, O lume la îndemână, este și el publicat în România, tot de editura Litera. Défragmenter la mort et les émotions qui l'entourent, les traduire dans des réactions physiques, chimiques, électriques, représente l'un des points forts du roman. L'engagement du lecteur est immédiat et d'une intensité ardente. En tant qu'écrivain, quel prix payez-vous pour livrer un tel pouvoir d'émotion et de réaction? Alors, c'est un livre qui a été... je l'ai écrite un peu dans un état particulier, parce que déjà j'étais un peu moi dans cette espèce de suite de la mort de mon père. Donc j'étais prise dans une émotion
que je contrôlais pas bien. Il se trouve qu'à ce moment-là, mon fils aîné avait aussi l'âge de Simon. Vous voyez, tout ça était très, très bizarre. Et je crois surtout que j'ai senti quelque chose de l'ordre de l'exaltation. Vous voyez, vraiment quelque chose de très euphorique, d'exaltant au sens de ex altus, hein, plus haut que haut, quelque chose de, vraiment, j'ai écrit ce livre en une année dans un état de très grande concentration, une année pour les recherches, les moments d'enquête, les moments d'écriture, la relecture. Vous voyez, c'était très important. Et ensuite, si vous voulez, j'étais épuisée. J'étais vidée, totalement vidée. C'est-à-dire, j'ai fini le livre. On dit, il y a cette expression en France, à ramasser à la petite cuillère. Je ne sais pas si Oui. on dit ça en Roumanie, mais j'étais comme à ramasser, c'est-à-dire, j'ai tout donné. Vous voyez, il y a eu quand même quelque chose pour moi. Vous voyez, comme c'est aussi un livre dont la construction, si vous voulez, le thème est à la fois anthropologique, métaphysique, poétique, technique, littéraire, etc. Il est très complexe, mais la construction du livre est très simple, vraiment, c'est-à-dire que c'est une narration, ça commence et on va jusqu'au bout d'une voie. Vous voyez, on ne va pas à droite, à gauche. Alors, s'il y a ces moments qui se passent en Algérie, où on va acheter un chardonneret, mais on suit une trajectoire. Et en fait, le livre, donc moi, j'étais comme sur une piste, vous voyez, tout le temps, très, très concentrée. Et c'est un livre, je pense, où j'ai beaucoup mis de moi sur le plan de l'empathie, sur le plan personnel. C'est-à-dire, je ne voulais pas faire un livre pathétique, un livre où la mort soit célébrée, où la mort prenne toute la place, mais quand même réinscrire de la vie dans cette histoire. Et comme l'idée d'un sauvetage, quoi, bien sûr, ce jeune homme est mort, mais de sa vie, on peut sauver quelque chose. Et je me suis concentrée, mais de manière incroyable, sur ce qui était sauvé, en fait. Et à la fin, j'étais épuisée. En effet, je voulais vous demander si à la fin du livre, vous avez senti le besoin de prendre une grande pause de respiration, de vous rééquilibrer le rythme cardiaque, parce que j'imagine qu'un tel livre demande de vous autant que de nous, le lecteur. Oui, alors à la fin de ce livre, en fait, c'est beau ce que vous dites, parce que déjà, quand j'écrivais ce livre, vous voyez le rythme de la phrase, donc ce sont des longues phrases, mais qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler une cardiographie, c'est-à-dire vraiment une écriture du cœur, une écriture qui pulse de concert avec le rythme de la pulsation cardiaque. Et cette écriture cardiographique, j'ai essayé de la maintenir tout au ton. Alors, ça ralentit, ça s'accélère par moments, les moments d'affolement, les moments de panique, et puis les moments où quelque chose doit être dit, où il faut se poser, réfléchir. Et le rythme de cette phrase, j'ai essayé de le tenir tout le livre. Et à la fin, effectivement, j'avais besoin peut-être de retrouver mon rythme cardiaque et de quitter ce rythme-là et de faire une forme de pause, exactement. Vous avez dit cardiographie, moi je vais changer un peu le mot et je veux dire cartographie, parce que vous avez une maîtrise sur les cartographes et les cosmographies de la Renaissance, et je voulais vous demander si le cœur humain peut être lu comme une carte. Ah, ça c'est une question géniale. C'est vrai que le cœur humain est comme on pourrait dire, un hub aujourd'hui dans le corps, c'est-à-dire tout converge vers lui et tout, il résorbe et il redispatche. Tout est catalysé
et tout repart, tout converge et tout diverge. C'est comme une espèce d'énorme échangeur en fait. Hein. Et pour moi, il est au cœur au centre de la carte anatomique du corps humain. Et c'est vrai que je trouvais que le cœur a une dimension cartographique, ne serait-ce parce que voilà, il y a toutes ces voix qui s'en échappent, et ça désigne aussi certains territoires aussi de l'imaginaire. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ce livre, évidemment, je me suis beaucoup intéressée aux représentations du corps dans la littérature. Pas seulement d'ailleurs le cœur, mais si vous voulez, la représentation du cœur humain dans la littérature peut-être française, occidentale, comme je l'ai dit, ça regarde immédiatement vers un territoire de langue qui est vraiment lié à la poésie, à l'amour courtois, quelque chose qui est né médiéval et le début de la Renaissance. Mais ça, c'est dans d'autres civilisations, ce sont les reins, par exemple, qui ont ou le foie ou l'estomac, vous voyez, ou qui sont le siège de l'amour et des affects. Et c'est intéressant quand on s'intéresse à certaines médecines, types de médecine, de voir que tous les organes du corps sont comme des territoires de douleur, de maladie, de souffrance, mais aussi de guérison. Ça dessine totalement un organisme. Et moi, j'y pensais beaucoup. Je me disais, le corps humain fonctionne comme un organisme et à l'intérieur, et fonctionne comme une grande carte des affects, carte des émotions. Et au milieu, il y a le cœur qui, lui, fonctionne comme une espèce de grand carrefour, de grand échangeur. Et j'aimais beaucoup cette carte-là du cœur. Et c'est vrai que je suis très sensible à la question de l'espace dans la littérature, ça on en a parlé, mais aussi à la question de la carte. C'est vrai que j'ai travaillé sur des cartes à l'université, j'ai été éditrice de guides de voyage et j'avais donc à former des cartes, à les élaborer. Oui. Et la question de la cartographie est très présente dans mon travail. En 2016, oui. Non, je vous en prie. Non, je voulais ajouter, j'ajoute juste une petite chose, c'est que la cartographie, c'est aussi une carte, donc j'en ai plein autour de moi, c'est aussi une première fiction de l'espace. Et par exemple, c'est un imaginaire pour moi extrêmement puissant, notamment tout ce qui touche à la toponymie, vous voyez. Et oui. Par exemple, dans la carte du Havre, évidemment, la Seine, la Manche, la Côte d'Albâtre, le Havre de Grâce, et puis, vous voyez, tous les noms des lieux, les noms des personnages et les noms des lieux, tout ça, pour moi, c'est un imaginaire qui se réajuste à la toponymie cartographique. En 2016, voilà. Réparer les vivants a été sur la liste longue pour le prix Man Booker International, à côté d'Elena Ferrante, de Orhan Pamuk et Han Kang. Publié dans plus d'une trentaine de pays, le livre vit une vie renouvelée. Vos rapports avec le livre sont-ils changés depuis ? Alors, ça a été extraordinaire, l'accueil de ce livre. D'abord parce que c'est vrai que ça a été un accueil très fort en France, mais aussi à l'étranger. En Angleterre, il a eu le Welcome Book Prize. Il a eu aussi un prix en Italie, un prix important. Vous voyez, c'est un livre qui a eu un prix aussi en Espagne, en Catalogne. Vous voyez, il a été... c'est un livre qui a eu une vie à l'étranger, là où quand même c'est parfois difficile d'exister quand on est un auteur et traduit. Oui. Moi, ce qui a été merveilleux pour moi, ça a été d'abord que ce que j'avais écrit puisse inspirer d'autres artistes, parce qu'il y a eu un film, il y a eu une pièce de théâtre qui a tourné Exactement, pendant 3 oui, ans. Voilà. L'acteur de la pièce de théâtre a eu le Molière du meilleur spectacle. Vous voyez, donc c'est un livre qui a eu une vie extraordinaire. Mais pour moi, le plus important, je crois que ça a été le rapport à la traduction. Et c'est vrai que je crois qu'il est maintenant en 41 langues, il y a un truc comme ça. Il y a des langues très rares et puis il y a des langues plus
plus commune. Et c'est vrai que ça m'a donné l'occasion d'abord d'être en relation avec les traducteurs. Et ça, c'est pour moi, ça a été magnifique de voir finalement le rôle essentiel des traducteurs qui font voyager les textes, bon, déjà dans l'espace européen, mais dans le monde entier. Et j'ai pu, par exemple, être dans un workshop à Arles et travailler avec des tas de traducteurs. J'ai rencontré justement le traducteur roumain. C'était c'était magnifique pour moi la question de la traduction. Et ça ne vous a pas échappé que dans mon livre, Claire, la receveuse du cœur de Simon, est une traductrice. Oui. Et elle est traductrice parce que le traducteur, c'est précisément celui qui a en lui la place et la capacité d'accueillir l'étranger. Vous voyez, c'est comme un motif de l'hospitalité. Il peut accueillir une langue étrangère. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très important. Et mes rapports avec le livre ont été vraiment magnifiques. Ensuite, il y a quelque chose qui est différent, c'est l'exposition médiatique. Ça, c'est quelque chose qui a changé parce que tout d'un coup, bon, c'est pas, faut pas exagérer, hein, mais on est un peu plus visible. Vous voyez, on a une notoriété qui est un peu différente. On vous demande beaucoup de choses, etc. Ça, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est plus compliqué. Et voilà. Mais j'ai plutôt eu un rapport sans cesse très très émerveillée avec le voyage, la vie de ce livre qui était une vie très riche et qui était aussi riche en traduction qu'en adaptation. Tout ça a été extrêmement fort pour moi. Bill Gates lui-même a élogié le roman en l'appelant de la poésie cachée derrière la prose. La douleur profonde et primordiale peut faire jaillir la beauté. Oui, bien sûr. Je trouve, alors, j'écris plutôt des textes en général qui sont assez euphoriques. J'ai pas une veine mélancolique. Je suis plutôt un écrivain de l'action. J'ai écrit un roman où on construisait un pont et puis on transfère un cœur et puis on apprend des métiers. C'est des romans assez actifs. Et j'aime beaucoup l'idée que la beauté puisse aussi surgir de la joie, de la sérénité. Mais il se trouve que la beauté, elle est dans l'écriture. C'est-à-dire que ce soit la douleur ou la joie, c'est l'écriture qui permet de faire affleurer la beauté. Ce qui m'a plu dans Réparer les vivants, c'était de me concentrer, vous l'avez compris, sur la personne de Simon. C'est-à-dire ne pas regarder les gens qui sont réparés, vivants, qui ont été sauvés par la maestria et la puissance de la médecine, mais regarder un jeune homme et une famille qui ont fait ce geste de donner, qui est un geste incroyable, qui est un geste anonyme, qui est un geste gratuit, et qui est un geste en anthropologie. Vous savez, il y a le texte de Marcel Mauss, le don et le contre-don, vous voyez, et c'est sur le don. En fait, dans le don d'organes, il n'y a pas de contre-don. C'est donner, c'est un geste qui est assez extraordinaire. Et ça, je pense que ça me tenait à cœur d'exaucer aussi beaucoup ce qui se passait dans cette famille. Et je crois que dans la douleur, il y a eu cette espèce de ferment poétique, en fait, qui est lié aussi que j'ai regardé la douleur, non pas comme... alors, elle est envahissante et ils sont d'abord pris dans un chaos, ils sont expulsés du langage, ils n'ont plus de mots. Mais c'est vrai que très vite, le fait de se placer dans cette demande de donner fait affleurer autre chose.
Et j'ai essayé d'écrire un livre qui ne soit pas aspiré par la morbidité, mais où la douleur prenne un autre sens. Et je pense que cet autre sens, il a à voir avec quelque chose d'infiniment poétique, de métaphysique, mais de poétique aussi. Vous avez déclaré dans une interview pour Télérama que vous gardez près de vous les sonnets de Shakespeare lorsque vous écrivez Réparer les vivants. Pourquoi? Parce que précisément, je lis avec des poètes à côté de moi. J'aime avoir comme compagnon un poète. Et c'est vrai que pour Réparer les vivants, c'était les sonnets de Shakespeare et aussi la poésie de François Villon. Oui. Frères humains qui après nous vivaient, vous voyez la poésie de François Villon. Et pour un monde à portée de main, je lisais plutôt, c'était Baudelaire. Vous voyez, pour moi, c'est très important que je sois toujours escortée par un poète. Et Shakespeare, c'est très lié justement à la beauté. Alors, je les ai lus dans la traduction de Frédéric Boyer chez POL, et j'étais fascinée par justement, alors là, pour le coup, la lumière, l'éclat, vous voyez, l'idée très magnétique de ces poèmes. Et je crois que, vous savez, moi, j'écris beaucoup en lisant, c'est-à-dire, je sais qu'il y a des auteurs qui ne peuvent pas trop lire les autres auteurs parce que ça les... Voilà, il y a des effets de Larsen. Mais moi, je lis à partir de ce que j'ai lu, avec ce que j'ai lu dans les... Vous voyez, j'écris riche de la littérature. Et pour moi, mon écriture, elle est issue de la littérature que je lis aussi. Et c'est très important pour que je sois, moi, personnelle, singulière, moi et personne d'autre que moi, finalement, que je sois aussi connectée à des auteurs qui me fascinent et qui m'émerveillent. În doar 24 de ore, un tânăr surfer în vârstă de 19 ani moare într-un accident de mașină, iar tot ceea ce îi definea existența până în acel moment se transformă într-o sumă de organe prelevabile pentru alte intervenții chirurgicale, proceduri medicale și protocoale legislative. În spatele acestei metamorfoze de la o ființă umană la o serie de acte medicale și birocratice stă scriitura lui Maylis de Kerangal, o scriitură care ne face să simțim durerea, pierderea și lipsa de speranță aproape acut precum o rană deschisă. Est-ce qu'on peut vraiment faire la paix ou nous mettre en terme ou nous mettre d'accord avec la plus grande vérité et à la fois la plus grande énigme de la vie, qui est la mort? Alors, moi, je pense que c'est impossible de faire la paix avec cette idée-là. En tout cas, moi, je ne l'envisage pas comme quelque chose de paisible. Mais je crois que, en revanche, c'est bien de s'y intéresser, de la regarder. Ça m'a fascinée, par exemple, d'apprendre que la mort faisait l'objet d'une définition en France légale qui avait été totalement reformulée dans les années 50. Si vous voulez, alors que je pensais que la mort, c'était comme un pur absolu. On est mort ou on n'est pas mort, mais ça ne peut pas avoir de définition, en fait. Et en fait, si, il y a des définitions, c'est-à-dire que la mort, c'est aussi un terrain qui est fascinant sur le plan humain, la manière dont les hommes enterrent les autres hommes, la manière dont on rend hommage aux défunts, la manière dont on fait un deuil, dont on célèbre quelqu'un qui vient de mourir, tout ça construit un groupe social. La société, elle ne peut pas exister en dehors du paradigme de la mort. Et c'est vrai que ce qui a été attaqué
pendant la pandémie, pendant le coronavirus, en France en tout cas, ce qui a été attaqué, c'est la possibilité de faire les rites funéraires pour les morts. En Roumanie aussi, oui. Il n'a pas été possible d'enterrer les siens. C'était horrible et ça a été une chose qui, je crois, a été le plus violente. Non seulement, j'imagine, pour ceux qui sont morts tout seuls, mais pour tous ceux qui n'ont pas pu prononcer des mots qui peuvent être des prières, mais qui peuvent être aussi des mots qui font exister une personne qui est morte et parler d'elle. Vous voyez, qui consiste à parler d'elle et la faire exister dans la mémoire collective. C'est pour ça qu'à la fin de Réparer les vivants, il y a ce moment très important pour moi dans le livre, qui est le moment où Thomas va chanter. Il va chanter pour Simon. Il va chanter pour Simon, pour le jeune homme qu'il a été, pour la vie qu'il a menée, pour ce jeune homme un peu impétueux et puis qui aimait tant vivre dans les éléments. Et chanter pour lui, c'est une façon de peut-être être dans la gratitude du fait qu'il a donné, mais aussi, c'est aussi le propulser dans la mémoire collective. Et ça, c'est un rituel très ancien, opéré par les Grecs en Grèce ancienne, qui a été étudié par Jean-Pierre Vernant en France, qui est un anthropologue et un historien que j'adore et que j'admire énormément, et qui a écrit un article extraordinaire qui s'appelle « La belle mort en Grèce ». La belle mort. C'est quoi la belle mort? C'est la société qui se rassemble autour de quelqu'un, et en fait, c'est une façon aussi de regarder la mort. Qu'est-ce que mourir? Qu'est-ce qu'être mort? Et qu'est-ce qu'on fait et comment on vit avec ceux qui sont partis? Et quelle place on leur donne dans nos vies? Et ça, je pense que c'est très important et que cette question, elle a été totalement revitalisée, si vous voulez, avec la pandémie, avec le coronavirus. On a beaucoup interrogé nos liens avec tous ceux qui étaient morts, avec l'impossibilité de parler d'eux et finalement de faire société comme ça, de créer le social. C'est très important. Mais ça reste une pure énigme. J'étais en Égypte il n'y a pas longtemps et j'ai vu comment les Égyptiens, ils étaient à la fois obsédés par la mort, oui, et ils arrivaient à sublimer cette obsession à travers les monuments, les pyramides, à travers aussi une idée de se préparer à ça et de se projeter dans l'après. Et ça reste quelque chose de très difficile et d'encore très douloureux. Mais je crois que c'est très important de considérer que la mort fait partie de la vie. Comment votre famille et spécialement vos 4 enfants ont-ils reçu le roman? Mon dernier fils, il est encore petit, il ne l'a pas lu. Les 3 aînés l'ont lu. Ils ont été quand même assez secoués, ils ont été quand même très touchés. Le début du livre est assez violent. Oui. Il y a une violence au début du livre qui est quand même difficile à encaisser. Ce moment violent de la mort, mais surtout de l'annonce et du moment où les parents arrivent à l'hôpital, comprennent que leur enfant est mort, et puis en même temps leur enfant a l'air de dormir, et puis on leur annonce aussi qu'il peut être maintenu, mais en vie par des appareils. Enfin, vous voyez, il y a cette espèce de chaos qui est terrible et où se dresse la mort, en fait. Si vous voulez, c'est pas un chaos, on sent que ça pourrait revenir bien. Et je crois que ça les a quand même pas mal impressionnés. On est toujours impressionnés, je pense. J'en parlais avec un auteur qui m'avait dit un jour, c'est Jean Echenoz, il me disait, avec les parents et avec les enfants, c'est très difficile quand on est écrivain. Parce que je pense que pour mes enfants, ça a été compliqué d'imaginer que c'était moi qui avais pu aussi écrire cette traversée, et cette traversée par cette forme de violence aussi.
Un monde à portée de main est votre second titre à être traduit en roman. Un roman d'apprentissage, il y a un trio de jeunes à Bruxelles, une histoire de la jeunesse, mais aussi de la façon de représenter le monde entre illusion et vérité. Et la dernière question est combien de vérité et combien d'illusions font le cœur d'un écrivain? Waouh! En fait, je pense que pour un écrivain, le problème, c'est que les fictions véhiculent toujours une vérité. Hein. C'est-à-dire que, évidemment que Paula, dans le livre, évidemment que, et tous, on distingue tout à fait la réalité de la fiction, mais quand on écrit, en fait, il y a l'idée que ça soit vrai est quand même important. Mais cette vérité-là, elle n'est pas documentaire, elle n'est pas factuelle. C'est la vérité des émotions, c'est la vérité des personnages, c'est la vérité des situations. Ça, c'est très important. Dans ce livre, la question centrale, c'était c'est quoi inventer? C'est quoi inventer? Et c'est vrai que voilà, c'est une jeune fille qui fait des trompe-l'œil, donc elle apprend à reproduire les marbres, les bois dans cette école à Bruxelles. Elle va finir par travailler dans le facsimilé de la grotte de Lascaux, à refaire les fresques du Paléolithique dans ces endroits où on a comme cloné, dupliqué les grottes qui ne sont plus accessibles. Oui. Donc on a refait des fausses grottes. Et c'est quoi inventer? Et c'est vrai que c'est des questions qui sont aussi très importantes pour un écrivain. D'ailleurs, c'est un livre qui regarde beaucoup vers l'écriture, c'est-à-dire que cette fille, Paula, c'est évident qu'elle est comme elle réverbère, elle reflète l'écrivain que je suis. Son questionnement est très proche du mien. La vérité, la fiction, la réalité, voilà, tout ce qu'on met finalement en musique quand on écrit, où on peut avoir un souvenir autobiographique, factuel, réel, partagé avec d'autres personnes, qui se trouvent enchâssées dans une histoire inventée. Vous voyez, il y a toutes ces espèces de nature très composée d'un roman. Qui compose avec évidemment du réel. Alors moi, je défends beaucoup pour moi-même une littérature de l'imagination, c'est-à-dire une littérature inventée, mais où néanmoins il s'agit toujours de trouver des liens entre des choses, hein, c'est-à-dire l'imagination au sens de Baudelaire, c'est-à-dire vraiment au sens de créer des liens, trouver des connexions, des rapports, des analogies entre des choses qui existent. Et dans ce cas-là, c'est vrai que j'ai toujours le sentiment que, voilà, que la littérature, elle a sa vérité elle a une vérité très puissante qui est la vérité des signes, qui est une vérité qui est même au-delà parfois de la réalité matérielle, qui se loge aussi dans les émotions et dans les rêves. Voilà. Maëlys de Kerangal, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Doamnelor, domnilor, ediția limitată de astăzi se închide aici. Sunt Marius Constantinescu, citiți nelimitat!